Merci aux organisateurs de ce forum, chers professeurs, chers docteurs, chers doctorants, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce panel est autour, comme je le disais déjà, de la thématique biologique et médicale ou médicinale en rapport avec les questions du vieillissement. Qu'en sera-t-il? Lorsqu'on parle de vieillissement, les conférences précédentes nous faisaient comprendre qu'il y a eu un déplacement paradigmatique puisque à l'heure du transhumanisme, la question de la maladie n'est plus liée tant aux maladies infectieuses qu'à celles chroniques. Nous verrons donc avec les panélistes, les différents panélistes, autour de quelle médecine on envisage de contrôler le vieillissement. Thérapie génique, thérapie épigénétique. Nous avons une anthropologue, nous la présenterons. Le panel, il est interdisciplinairement coloré et je crois aussi interculturellement coloré. Il sera donc question pour les experts de nous dire comment faire tourner à rebours les aiguilles de l'horloge biologique pour que nous parvenions à ce que l'un de nos panélistes tout à l'heure entendait par la vieillesse jeune. Je ne saurais entrer dans le vif de leurs interventions. Nous leur donnons la parole et nous commencerons par le docteur Charles Dupois de l'Université de Montréal. En Afrique, une personne sur deux a moins de 18,7 ans. Aux États-Unis d'Amérique, la moitié de la population a plus de 38,1 ans. Dans l'Union européenne, lorsque vous marchez dans la rue, chaque deuxième personne que vous rencontrez a plus de 44,4 ans. Ce tableau démographique comparatif fait croire et dire que l'Afrique est un continent plein de jeunesse et donc inélu. J'ai pu saisir. Il revenait donc sur, il posait le problème de la recherche sur le vieillissement en Afrique. C'est-à-dire la recherche, la question de la recherche sur le vieillissement. Est-ce que c'est une nécessité ou alors c'est une contingence? Et il essaie de montrer, de nous dire que l'Afrique n'échappe pas au contexte global du vieillissement de sa population. C'est-à-dire comme tous les autres continents, les Africains vieillissent. Et il a donné des données statistiques qui permettaient de montrer le déclin, la population vieillissante en Afrique. Il a déploré le fait du déclin progressif de la solidarité qui caractérisait les sociétés africaines traditionnelles. La solution qu'il propose, c'est celle de l'engagement de l'Afrique dans la prise en charge de la question du vieillissement. Et j'ai pu entendre qu'en son sens, il n'est plus question seulement de célébrer la vieillesse en Afrique comme si celle-ci était en marge des maladies dégénératives. Les vieux et les vieilles africaines sont concernés, comme tous les autres vieux, par la question de la dégénération des cellules. Ma communication porte sur la contribution de la médecine traditionnelle dans le traitement et le contrôle du diabète de type 2
dans l'arrondissement de Gaoundéré 1er, région de l'Adamawa au Cameroun. Le contexte. Le diabète 2 est plus répandu dans la population que le diabète de type 1, selon l'OMS. Le diabète de type 2 est encore appelé diabète non insulino-dépendant ou diabète de la maturité. Il évolue généralement en sourdine et survient après une grande prise de poids et aussi après un mode de vie sédentaire. Généralement, il apparaît après plusieurs années. Et selon l'OMS, les chiffres croissent. On a autour de 5,5% de personnes diabétiques âgées de 20 à 70 ans depuis 2021 au Cameroun. Et on s'est rendu compte que le taux est de 5% dans les villes, alors que dans les zones rurales, c'est de 1 à 2%. C'est donc dire que dans les villes, le mode de vie expose beaucoup plus la population au diabète 2. La justification de l'étude. 2 raisons ont justifié le choix de cette étude. La première relative au nombre élevé des personnes âgées de 50 ans et plus qui meurent de cette pathologie, du fait de la cherté du coût du traitement. Nous avons aussi eu des amis qui souffrent de cette maladie et préfèrent aller se faire traiter dans la médecine traditionnelle. Merci de votre attention. Décliner sa présentation sur la contribution de la médecine traditionnelle dans le traitement du diabète de type 2. Il ressort de son propos que le diabète de type 2 est une maladie en lien avec le vieillissement, puisqu'elle atteint des personnes obèses, mais dans la grande majorité des personnes âgées. Et son étude était une étude anthropologique, bien entendu, c'est pourquoi il y avait du terrain. Et elle est partie d'une approche qualitative. Qu'est-ce qui ressort de l'intervention du docteur Gobilon? C'est qu'il y a eu 2 constatations. La première, c'est qu'on constate qu'il y a un nombre de plus en plus élevé des personnes âgées qui meurent du diabète. Et le deuxième constat, c'est une sorte de preuve du recours à la médecine traditionnelle, qui est une médecine non conventionnelle, si nous voulons l'opposer à la médecine conventionnelle qu'elle définissait avec l'expression de médecine cartésienne. Bon, alors, quelle conclusion? La conclusion, c'est que les personnes interrogées par notre conférencière disent être plus accrochées à la médecine traditionnelle pour le traitement du diabète de type 2 pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est que cette médecine cadre le milieu à leur représentation sociale, à leur représentation culturelle. Deuxième raison, cette médecine est moins coûteuse comparée au prix de la médecine, au coût de la médecine conventionnelle. Et troisième raison, les patients déplorent le fait du manque de proximité entre le médecin et le patient dans la médecine de type conventionnel, tendance qui serait inversée ou qui est inversée selon les propos qu'elle a recueillis. Avant de livrer la teneur de mon intervention, je vais également sacrifier la tradition. Je vais remercier ces organisateurs, les organisateurs qui nous ont permis d'être là ce jour. Je souhaite également rendre hommage à un enseignant aîné, au professeur Roger Moudoué, qui est absent, qui nous encadre depuis quelques années. J'ai choisi de travailler sur ou d'exposer sur ce thème, la vieillesse, 2 points, principe biomédical ou respect des valeurs communautaires. Vous aurez compris, c'est la suite de Madame Bilan, que mon intervention trouvera tout son écho. Il s'agit immédiatement, on doit dire qu'il s'agit
de faire savoir que la question du vieillissement est complexe et nous contestons l'idée d'une science impériale, colonialiste et importée, reposant sur des préjugés hérocentristes. Vous aurez compris, les organisateurs ont peut-être bien fait de disposer les thématiques suivant une logique. Et cela nous permet de dire que le vertige de la vieillesse se pose, mais elle est surtout considérée comme un droit, un phénomène naturel. Un phénomène naturel. Ce qu'on doit retenir, c'est que la dignité du vieillard en Afrique ne se prouve pas à l'aune des biotechnologies. Elle s'éprouve à travers les actes posés tout au long de l'existence. À travers les actes posés tout au long de l'existence. La dignité du vieillard repose en fait sur l'éthique de vie menée, mieux de ce que Félix Guattari appelle éco-philosophie. C'est-à-dire les trois pratiques qui permettent à l'homme d'être au monde. Cette éco-philosophie, entre guillemets, explique en fait les conditions d'une vie saine et durable en Afrique. La vieillesse en Afrique dépend du sens que le vieux aura donné à la vie mentale, à la vie sociale, à la vie environnementale. Une vie réussie, dans ce sens, dépend de l'anthropologie africaine. Face à la douleur, aux plantes médicales, face à la douleur, des plantes médicales, des plantes traditionnelles existent toujours pour sortir de la détresse existentielle. Et madame le professeur, madame l'anthropologue a su l'établir scientifiquement. Elle était sur le terrain. Voilà les limites de la philosophie. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'en Afrique, les vieux ne sont pas pris en considération. Ça n'a aucun sens. Vivez normalement, faites du bien. Nourrissez-vous conformément à la nature. Il faut donc arrêter avec cette idée d'une science impériale. Dans la troisième partie, nous proposons des pistes d'une gérontocratie communautariste, environnementale et faillibiliste. Elle doit davantage se corriger, s'améliorer. Valeurs occidentales dans la prise en charge de la question gérontologique et celle des valeurs africaines dans la prise en charge des mêmes questions. Qu'est-ce qu'il dit? En substance, il demande de penser à une stratégie nationale endogène de prise en charge de la vieillesse en Afrique en lien avec les valeurs communautaires. Pourquoi? Parce que selon l'opposition qu'il définit, la vieillesse en Occident se traduit d'un point de vue biomédical sous l'aspect de la gériatrie, ce qui signifie que le phénomène de la vieillesse est davantage perçu sous un mode de maladie, ce qui n'est pas le cas en Afrique selon l'auteur, pour qui la vieillesse en Afrique est liée à la condition de l'homme et participe même du processus de la vie. Une fois de plus, merci Madame la modératrice. Je voudrais avant toute chose me sacrifier à un rituel, celui d'abord de remercier le professeur Christian Folefac. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une première fois pour moi dans mon magistère de partager le panel avec les spécialistes des sciences sociales. Bien entendu, je suis le coordinateur du master de nutrition et nous sommes bien conscients du fait que les questions de nutrition sont d'abord des questions pluridisciplinaires et qui ont un aspect social aussi prononcé. Je voudrais, étant expert des sciences d'observation et des sciences expérimentales, alors, j'ai commencé par une première figure qui porte sur le cycle de vie. L'être humain est parti de deux cellules. Un spermatozoïde, ça c'est la vision du biologiste, et un ovule. Les deux cellules se sont fusionnées et l'embryon a séjourné dans l'utérus de la mère pendant 9 mois. Le temps d'utiliser les ressources produites par la maman
pour se développer, pour croître et se développer. Au terme donc de ce séjour, l'enfant naît et passe encore 2 ans sur la nutrition de sa maman. Et après, entame une vie d'enfance. Durant cette vie d'enfance et d'adolescence, c'est le jeune qui va courir, c'est le jeune qui va aller à l'école. Bref, c'est quelqu'un qui aura besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de substances nutritives pour son fonctionnement. Après, on va entamer la période adulte. C'est une période au cours de laquelle nous n'avons véritablement besoin de rien. Si oui, entretenir le corps. Nous allons constater que parfois c'est à ce moment-là que nous faisons beaucoup de gourmandises. Alors, et automatiquement, on doit vieillir et passer par ici, c'est-à-dire aller à la tombe. Ça, c'est un phénomène normal. Mais c'est un phénomène normal qui se déroule au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, et la libération du contenu cellulaire va induire des inflammations. Ces inflammations vont conduire aux maladies de l'âge. Eh bien, si je prends le cas, nous prenons le cas du diabète. Le diabète, il est symbolisé par une augmentation du sucre dans le sang. Et je rappelle, le sucre, c'est la principale source d'énergie de l'organisme. Et c'est le même sucre qui va créer tous les effets délétères. Nous allons constater que le sucre, lorsqu'il s'élève, il y a plusieurs voies qui s'activent. Et ces voies qui s'activent vont entraîner une glycation des protéines. Quand vous allez à l'hôpital pour le suivi de diabète, on va vous dire, vous allez mesurer l'hémoglobine glyquée pour qu'on puisse suivre l'évolution de votre diabète. Vieillir, vivre longtemps en étant en bonne santé. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce que c'est possible? Si nous ne faisons pas ceci, nous pensons aux médicaments. C'est comme si vous demandez à une femme de faire la contraception avec des pilules alors qu'elle est déjà enceinte. Si nous voulons lutter contre, du moins prévenir le vieillissement et vivre en bonne santé, nous devrions induire le changement de comportement. Nous sommes conscients que c'est un concept multidisciplinaire. C'est un concept multidisciplinaire. Il y a quelqu'un qui a parlé de Joël de Rosselin ici, en disant que lui, il concerne la gestion du corps. La gestion du corps. Il y a un philosophe qui a dit ça tout à l'heure, je ne me souviens pas bien. Et donc voilà ce que nous devrions faire. Sur ce, je vous remercie pour votre image. Ces nouveaux tests dans plusieurs régions, mais surtout aux États-Unis pour l'instant. Du fait qu'il existe des normes juridiques et éthiques pour les tests offerts en ligne qui sont plutôt génétiques, on peut penser à Trinity, un peu plus fort, qui offre des tests génétiques en ligne, mais pour l'épigénétique, c'est beaucoup moins clair comment on doit encadrer ces nouveaux tests et les questions que vous avez soulevées tout au long de votre forum sur l'âgisme et le longévisme deviennent, me semble-t-il, fort pertinentes dans un contexte où on fait de plus en plus la promotion commerciale de la jeunesse biologique. Donc, sans aller prendre trop de temps, j'aimerais vraiment remercier. Évidemment, on peut discuter peut-être ensemble de quelques enjeux supplémentaires liés à ces tests. On peut parler de vie privée, discrimination sur la base des résultats de tests épigénétiques. Mais j'aimerais ouvrir peut-être la discussion, compte tenu qu'il est certainement vous êtes déjà très avancé dans votre journée et je suis déjà très reconnaissant que vous ayez réussi à me faire une petite place au programme. Merci beaucoup, Dr. Chamatika. Les solutions épigénétiques tout à l'heure étaient faibles, puisqu'on n'agissait pas directement sur les gènes. Il fallait partir de quelques facteurs extérieurs à l'organisme pour agir ou pour modifier la qualité du vieillissement. Mais là, il est question d'entrer dans le système génétique pour détecter les marqueurs de vieillissement et renverser la tendance de l'horloge biologique.
Nous remercions donc le docteur Charles Duprat. Merci beaucoup, docteur. Je poserai ma question à mon enseignant de philosophie au lycée de Biomassi. J'ai nommé le docteur JPN, dont Jean-Philippe Guémita. Et la question est la suivante. Est-ce que la biotechnologie ne serait pas aussi à l'origine de la fragilité physique, biologique et culturelle de l'homme contemporain, quand on sait du point de vue biblique que les hommes ont vécu plus de 900 ans? Et de nos jours, on voit un jeune garçon qui, à 10 ans, est appelé vieux jeune. Donc, j'aimerais un peu savoir c'est ça ma question. Merci. En tant qu'épistémologue, je ne peux pas être un technophobe. Ce n'est pas possible du tout. Je ne peux pas être un irrationaliste. Ma formation m'interdit cela. Ça doit être bien clair. Je suis un rationaliste modéré, un faillite, un paupérien. Je ne peux qu'être rationaliste. Mais attention, face à la biotechnologie qui repose sur des recettes occidentales, nous devons faire attention. Nous devons enraciner la mentalité technoscientifique. Oui, c'est une idée que je développe depuis quelques années contre l'idée d'importation des modèles scientifiques prônés par Massien Toa. Pour moi, il faut enraciner l'esprit scientifique dès le bas âge et procéder, et c'est un complément à la réponse de Madame Anthropologue, à la démocratisation des savoirs scientifiques ou des savoirs endogènes. Merci. Pour chercher, pour remplir les besoins de l'organisme. Au même moment que les nutriments sont véhiculés, certains aliments transportent des substances nocives à notre système. Nous avons dans tout ce qui est vendu dans nos supermarchés les acides gras trans, qui sont aussi des substances qui vont être responsables de la destruction des cellules et des systèmes organiques. Nous avons dans notre alimentation des résidus de pesticides, puisque les paysans n'étant pas formés utilisent de manière abusive les pesticides. Et donc, nous devrions avoir peur de manger parce que notre système de sécurité alimentaire est fragile, sécurité sanitaire des aliments est fragile. Il est fragile parce que il n'est pas évident pour les chercheurs comme nous, pour le pouvoir public d'analyser et de dire aux consommateurs, faisons attention à X ou Y substances qui se trouvent sur le marché. Il n'est pas aisé parce que nous n'avons pas l'équipement nécessaire. Et donc, nous pouvons avoir peur. Et la seule chose d'éviter cette peur, c'est d'apprendre aussi à lire l'étiquette des choses que nous achetons dans le supermarché. Et c'est de savoir bien laver ce qui sort des champs. Et pour les choses qui sortent de la ferme, si c'est des poules par exemple, nous devrons apprendre à respecter la durée de manance, c'est-à-dire à laisser les animaux dans la basse-cour avant de passer à la cuisine. Donc je pense qu'on a raison d'avoir un petit peu peur, mais nous devrions manger tous les jours, respecter les repas journaliers. Chers enseignants, chers professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, parvenus au thème de cette table ronde qui était autour du rapport de la médecine à la biologie en lien avec la question du vieillissement, nous pouvons retenir que la problématique de la médecine dans la prise en charge des questions et des maladies liées au vieillissement est diversement approchée selon que l'on décide de se tourner vers la médecine traditionnelle ou vers celle moderne présentée sous l'alternative médecine conventionnelle, médecine non conventionnelle. Ces deux approches permettent de poser le problème de la forme de désignation du phénomène du vieillissement, non plus à partir du vieillissement, vieillesse au singulier, mais à partir des vieillissements et des vieillesses, phénomène bien qu'étant biologiquement normal, mais étant différemment perçu. Une convergence de ces deux approches, de ces deux paradigmes, permettrait de
comprendre déjà que le privilège, qu'il y a certains privilèges reconnus à l'hygiène de vie et à la santé et à la référence à la santé à partir des éléments issus de la nature. Mais au-delà de la nature, puisque l'alimentation, la perspective biotechnologique est celle de l'action sur cette nature en vue de corriger ces défaillances. Deux grandes perspectives ont été mentionnées. La première, encourager la recherche en Afrique, la recherche scientifique africaine dans la prise en charge de la problématique du vieillissement, car nous ne sommes pas en dehors de cette problématique. La question des maladies dégénératives est d'actualité en Afrique aussi. Deuxième grande perspective, encourager l'éducation au vieillissement pour une prise en charge plus communautariste qui implique l'implication de plusieurs acteurs. Nous revenons du panel sur la médecine et la biologie en vue de la résolution des problèmes et des maladies liées au vieillissement. Ce panel était formidable, il était interdisciplinaire, nous y avions des anthropologues, des médecins et vraiment la hauteur était remarquable, la hauteur conceptuelle. Et l'une des choses qui retient notre attention se situe au niveau des perspectives. Les perspectives qui ont été proposées par les conférenciers se situant à deux niveaux. Une perspective scientifique qui voudrait qu'on puisse encourager la recherche sur les questions de vieillissement en Afrique, mais la recherche scientifique puisque l'Afrique n'est pas en dehors de cette thématique. Les maladies dégénératives sont tout aussi actuelles en Afrique que partout ailleurs. Et la deuxième perspective se situe au niveau de la perspective pédagogique qui voudrait qu'on puisse éduquer les populations, éduquer la population pour une meilleure prise en charge communautariste de la question de la vieillesse et du problème des maladies liées à cette dernière. Nous vous remercions.